de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Président de la métropole du Grand Lyon, Madame Catherine de Kersozon, chère Catherine, Présidente maintenant d'une chambre à la Cour des comptes, merci infiniment de nous avoir invités à parrainer avec vous, à organiser avec vous ce colloque qui est, je crois, particulièrement important. Je voudrais remercier Catherine parce que finalement tout est venu de là, une conversation qu'on a eue et Catherine nous a dit pourquoi ne pas faire cela à la Chambre régionale des comptes à Lyon. C'est un sujet d'importance et Monsieur le Président, vous en avez vraiment souligné l'importance et souligné le modèle que représente la métropole du Grand Lyon et donc par conséquent on ne pouvait pas faire ce colloque ailleurs qu'ici, ce n'était pas possible. Donc merci infiniment pour cela. Merci infiniment aussi parce que ça me donne l'occasion de revenir dans ma région, puisque je suis originaire de cette région. J'ai fait mes études à Lyon 3 et les hasards de la vie ont fait, comme beaucoup d'entre vous ici très certainement, que mes fonctions de professeur à l'université se sont dirigées sur l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc merci pour tout cela. Je suis ravi, comme vous l'avez compris, d'être ici. Alors, mesdames, messieurs, c'est un sujet d'une très grande importance, je crois, que l'identification du modèle économique et financier qui se dessine en France, mais qui se dessine aussi à l'étranger, et quelquefois depuis beaucoup plus de temps qu'en France, à travers les rapports qui s'instaurent entre les métropoles, les régions et l'État, bien entendu. Ce sujet concerne la qualité du lien social, et plus encore la pérennité, ou plutôt la transformation et la réforme de nos institutions politiques locales, mais aussi nationales. C'est, je crois, le vivre ensemble de demain qui prend forme maintenant. Alors, certes, l'État, les régions, les métropoles ne sont pas des réalités nouvelles et la question de leur relation n'est pas non plus nouvelle. Elle est cependant toujours restée sous-jacente aux évolutions qui se sont produites depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, avant même que la région, vous le savez, ne soit constitutionnellement reconnue comme une collectivité territoriale. Mais cette question n'a jamais finalement été qu'effleurée. Et si elle se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité qu'autrefois, c'est qu'elle intervient dans le cadre d'un contexte marqué par une sorte de métamorphose de notre société, cette société, en 40 années, a vu l'État et le secteur local se transformer en profondeur. Et cela sous les effets conjugués de la crise économique, du développement du numérique et bien sûr, depuis longtemps déjà maintenant, depuis le développement de la globalisation, de la mondialisation. Alors à cet égard, il faut souligner que nous vivons depuis une quarantaine d'années une période de transition de notre modèle de société. Depuis la seconde moitié des années 1970, à la suite des chocs pétroliers que vous connaissez, de 1973 et 1979, l'État, un peu partout dans le monde, s'est progressivement transformé en profondeur sous les effets d'une crise économique suivie, vous le savez, d'une crise des finances publiques. Ensuite, les crises ont succédé aux crises. Ce furent celles des années 80, des années 1990, des années 2000, avec les crises des subprimes. En fait, ces crises, je crois, ne sont pas séparables les unes des autres. Elles sont les soubresauts d'une transformation, d'une métamorphose, comme je l'ai dit, de nos sociétés. Il faut en effet rappeler que depuis 40 ans, nous vivons une mutation du modèle économique et politique de type keynésien, interventionniste. Cela fait 40 ans que la crise, qui a surpris, inquiété même au début, s'est progressivement imposée comme une situation quasi normale, et je crois quasi normale pour les plus jeunes d'entre nous, puisqu'ils ont vécu cette situation depuis, je dirais, pratiquement depuis leur naissance. 40 ans d'une remise en question
de nos modes de pensée. 40 ans de mondialisation, je l'ai dit, 40 ans de développement des technologies d'information et de communication, 40 ans d'espoir déçu aussi, de modes intellectuels qui se sont succédés ou qui se sont côtoyés. 40 ans d'hésitation, 40 ans de doute, 40 ans d'incertitude par conséquent, 40 ans pendant lesquels tout a été essayé, ou plutôt réessayé. L'interventionnisme public, le non-interventionnisme, les privatisations, la politique de l'offre après celle de la demande, ou en même temps d'ailleurs la baisse, la hausse des impôts, puis la baisse des impôts, et puis la décentralisation, la recentralisation, etc. et j'en passe. Mais surtout 40 ans de creusement des inégalités, 40 ans de développement des problèmes sociaux. Ainsi, le monde, pas uniquement la France, a vécu et vit encore 40 ans, je crois, de désarroi. Il y a 40 ans que les résultats tardent à venir, même si ici ou là on a l'impression que tout va mieux. Rien n'est encore en fait résolu sur le fond, si l'on accepte bien entendu de placer le bien-être de l'homme comme ultime objectif. Alors, toutefois, c'est bien un nouveau modèle économique et politique qui est en gestation et qui se développe de manière autonome. Et cela sans procéder d'un projet global. Ça va être le premier point de mon intervention. Nous sommes en effet en présence d'un basculement vers un autre modèle, vers un autre monde, d'une remise en question de nos modes de pensée, d'une remise en question de nos institutions qui semblent parfois à bout de souffle. Nos repères, nos concepts, nos cadres habituels sont remis en question, je l'ai dit, depuis 40 ans. Et le fait que ces repères soient devenus souvent inadaptés constitue un véritable obstacle à l'élaboration d'une stratégie globale pour le secteur public et par conséquent à la définition d'un nouveau modèle pour nos territoires. L'une des raisons de cette incapacité à sortir de cette situation et entrer de plein pied dans le XXIe siècle tient, je crois, en partie au fait que nous sommes prisonniers de nos corporatismes, territoriaux ou fonctionnels, peu importe, et d'un immobilisme intellectuel. Nos regards sur les institutions demeurent trop souvent ancrés dans des conceptions du XXe, voire même du XIXe, voire même encore du XVIIIe siècle. Nous ne sommes pas, hélas, dans la création, mais dans la répétition de modèles institutionnels ou intellectuels qui ont fait leur temps. Rien n'est plus dangereux que cela pour l'avenir d'un pays. De surcroît, un obstacle majeur et déterminant pour penser et construire l'avenir économique et social, mais aussi politique de nos territoires. Il s'agit de l'urgence de rendre nos finances publiques soutenables. Sans moyens financiers, le développement local, je crois, fait pâle figure. Or, partout les villes grossissent, l'urbanisme se développe, le phénomène métropolitain prend de plus en plus d'importance. Les régions, et en France, les départements, s'en inquiètent, craignant pour leur avenir. En réalité, la menace est beaucoup plus sérieuse que ce que l'on peut estimer. C'est un nouveau paradigme qui s'installe, et avec lui, outre les contraintes actuelles concernant les finances publiques, apparaissent des enjeux d'une taille inédite pour les finances publiques locales et aussi nationales. Alors je fais allusion ici tout d'abord au choc de la globalisation, déjà très présent et qui, combiné avec le numérique, menace l'impôt comme ce ne fut jamais le cas, du fait d'une évasion fiscale d'une ampleur sans précédent. Celle-ci se surajoute à l'économie souterraine nationale qui se présente parfois sous la forme de l'économie du partage, qui prolifère dans les pays développés, dans le terreau de la crise. C'est ainsi que la fiscalité est agressée, vous le savez tous, et minée de l'extérieur comme de l'intérieur. Et je crois que la survie de l'impôt s'en trouve gravement menacée. On est en face d'un défi majeur et jusqu'alors inconnu qui pourrait bien constituer, eh bien, je crois, un énorme danger pour l'avenir de nos institutions. Une sorte de bombe à retardement, si vous préférez. Je fais, vous l'avez compris, allusion à l'évasion fiscale organisée par les GAFAM au niveau international, qui est en train de miner complètement nos systèmes fiscaux. Je fais aussi allusion au choc de la démographie et des mouvements de population qui s'amplifieront dans les toutes prochaines années. En effet, un récent rapport de l'ONU, vous le savez peut-être, montre qu'en 2050, la population mondiale devrait être d'environ 10 milliards.
Cette population mondiale comprendrait pour le quart, vous le savez très certainement également, 2,5 milliards, donc par conséquent pour le continent africain. Toujours selon ce rapport, en 1950, plus des 2/3, 70% de la population mondiale vivait en milieu rural. Et en 2050, un siècle après, ce sera totalement l'inverse. Nous serons en majorité des urbains, ce qui a beaucoup de conséquences, vous avez compris, sur les cultures qui se développent. Je fais aussi allusion au choc de la sécurité, qui concerne aussi bien la police que la défense, que la santé, que l'environnement également, etc. Je fais allusion également au choc des algorithmes qui irriguent maintenant l'ensemble de la société. On le sait, l'automatisation, les robots, l'intelligence artificielle inquiètent, notamment au regard de l'emploi. Une étude relative prévoit, vous le savez peut-être aussi, que près de 60% des métiers disparaîtront d'ici 2055. Mais les automates, l'intelligence artificielle, il faut le dire aussi, rendent aussi de nombreux services et rendent aussi optimistes pour les potentialités dont ils sont porteurs. Nous sommes actuellement, par rapport à ce sujet-là, dans l'indécidable. Il y a des études qui vont dans tous les sens sur ce point-là. Et puis enfin, c'est le choc de la métropolisation, qui oblige à repenser non seulement nos territoires urbains, ruraux, régionaux, départementaux, communaux, intercommunaux, mais également l'organisation de tous les grands services publics. Autant de raisons de penser que de nouveaux défis, de nouvelles charges en résulteront. Des charges qui vont s'ajouter à l'existant. Que l'ensemble des dépenses publiques augmentera et que les difficultés financières risquent de s'amplifier dans le futur si nous ne trouvons pas des sources alternatives de financement pour le secteur public. Mais le fait majeur qui concentre tous ces défis se situe dans un développement exponentiel des métropoles. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président. C'est une révolution silencieuse, celle de la métropolisation, sur laquelle nous devons être conduits à porter toute notre attention. La métropole est en quelque sorte le prototype du modèle économique, politique, financier, qui est en gestation au niveau international. Elle est aussi le révélateur des enjeux que doivent assumer tous les territoires et leurs institutions, autrement dit l'État et l'ensemble des collectivités locales. Alors ainsi, et ce sera mon second point, la métropolisation incarne bien une révolution que je qualifierais de silencieuse. Il s'agit en fait d'une révolution silencieuse qui se développe, en effet, au sein d'un réseau de métropoles, qui se tisse dans le monde à travers de multiples associations. C'est au sein de ce réseau, qui en est le support et le point d'ancrage, que se polarisent et produisent tous les effets la globalisation de l'économie et le numérique. C'est dans le cadre des métropoles que se réorganise le système économique. Leur poids est déjà considérable, puisque 600 villes concentrent le tiers de la richesse mondiale. C'est également dans ce cadre que, de manière encore imperceptible, se reconstruit de manière horizontale l'organisation et la distribution des pouvoirs politiques. C'est une conception nouvelle de la gouvernance publique qui se dessine. Elle se formalise sur la base de la disparition progressive d'un modèle d'organisation et de fonctionnement créé depuis des siècles par des hommes dont la culture est ancrée dans des espaces à dominante rurale. Je vous rappelle, 70% de la population en 1950 était en monde rural. Porteuse des potentialités du numérique, autrement dit d'une manière de s'organiser et d'un processus de décision en réseau, horizontalement, qui préface les figures du modèle politique de demain. Les métropoles sont amenées à bousculer nombre de nos certitudes intellectuelles et de situations institutionnelles acquises. Par ailleurs, l'essor d'une réorganisation horizontale de l'espace international, fondée sur une réorganisation des territoires, à travers des réseaux de métropoles et d'entreprises internationales, engendre également une restructuration du système financier public, mêlant diverses sources de financement, faisant ainsi s'estomper la classique séparation public-privé, de même d'ailleurs que la verticalité caractérisant le mode d'organisation qui a dominé tout au long des 30 glorieuses, c'est-à-dire des 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Au total, la gouvernance financière des métropoles devient un enjeu majeur pour une société au sein de laquelle l'État est affaibli. Et ces métropoles, en se développant comme des nœuds de pouvoir politique et économique, et financier également, posent les bases d'un nouveau modèle de société, jouant à fond la carte du numérique et la montée en puissance des territoires intelligents. Ajoutons que leur influence économique, sociale, culturelle, s'étend bien au-delà de leurs frontières administratives, vous l'avez souligné tout à l'heure. Ainsi, les métropoles viennent provoquer, déranger, non seulement des habitudes et des valeurs culturelles, mais également un cadre économique, social, administratif, politique, installé depuis plusieurs siècles. Elles obligent à réinventer les territoires. Ce sera là le troisième point de mon intervention. On insiste en fait à la constitution de nouveaux lieux de pouvoir, pour lesquels tout est à inventer, au regard de leur organisation interne, bien sûr, mais aussi de leur rapport avec les territoires environnants, déjà existants, et en particulier les régions, dont le rôle économique est affirmé depuis les années 1950. Il faut en effet rappeler ici que les régions, avant d'être reconnues juridiquement comme des collectivités territoriales, l'ont été comme des espaces de développement économique et d'aménagement du territoire. Bien que la Constitution de 1946 ne les mentionnait pas, le gouvernement ne les a pas moins inscrites en 1956 dans le cadre du plan et de l'aménagement du territoire, en créant une vingtaine de régions de programme. Plus tard, sous la cinquième, dans un discours prononcé ici à Lyon en février 1968, le général de Gaulle affirmera, je le cite, que les activités régionales apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de demain. Et en 1972, seront créés des établissements publics régionaux qui deviendront, on le sait, avec les lois de décentralisation des collectivités territoriales à part entière. Alors si la région est conçue comme depuis des décennies, comme un espace de développement économique, parallèlement, il faut le dire aussi, les métropoles ont été aussi désignées comme des pôles de développement il y a plus de 50 ans. En effet, 8 métropoles d'équilibre furent créées par la DATA en 1964, afin de contrebalancer la prédominance de Paris. C'était Lille, Roubaix, Tourcoing, Metz, Nancy, Strasbourg, Nantes, Saint-Nazaire, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Marseille. Alors toutefois, l'objectif ne fut pas atteint dans les médias, et ces villes ou ces groupes de villes ne parvinrent pas à s'imposer. Elles ne s'imposeront que beaucoup plus tard. Les régions l'emportèrent. Aujourd'hui, il existe 18 métropoles, elles sont très certainement 22 au 1er janvier 2018, et compte tenu de leurs nombreuses compétences et de leur poids économique, leur rapport avec la région, mais également avec l'ensemble des territoires environnants, doivent être rapidement éclaircis, à peine de voir se développer une concurrence redoutable, mais même dangereuse, une cacophonie, une accentuation des fractures, je dis bien des fractures, pas de la fracture territoriale, mais des fractures territoriales, car elles sont partout, et voire même certaines rancœurs. Il faut néanmoins souligner que si les métropoles, déjà bien installées, en tant que pôle économique et d'innovation, elles sont aussi des territoires où, au revoir Monsieur le Président, où se concentrent les problèmes comme le chômage, la pauvreté, les logements insalubres, les difficultés de circulation, l'assainissement, etc. Autrement dit, elles sont en première ligne face à une accumulation d'enjeux de toutes sortes. Il faut ajouter que l'environnement dans lequel ces métropoles naissent ou se développent sont marqués par l'urgence de rendre les finances publiques soutenables, ce qui constitue un fait majeur. À cet égard, leur développement intervient à la fois au pire, mais aussi au meilleur moment. Au pire moment, dans la mesure, on l'a dit, où la situation des finances publiques n'est pas bonne. Or, sans moyens financiers suffisants, les plus belles institutions ne sont que des châteaux de sable. C'est pourquoi, sans une mise en perspective des métropoles, avec les contraintes budgétaires et sans un statut financier clair et notamment fiscal, elles ne peuvent que se développer dans la confusion. Au meilleur moment, ensuite, dans la mesure
où leur dynamisme peut participer de manière efficace à une stratégie de développement économique et permettre d'inverser la logique infernale de l'accroissement des déficits publics et de la dette publique. Autrement dit, l'évolution en cours qui voit apparaître de nouveaux acteurs locaux, mais en même temps nationaux et souvent internationaux, poursuit une évolution qui va du vertical à l'horizontal, je l'ai dit. Cette évolution est amplifiée par un modèle économique dont l'émergence est déjà largement dépendante des développements de l'intelligence artificielle. Ainsi, les métropoles en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, sont en fait confrontées à des questions qui, traditionnellement, étaient considérées du ressort de l'État et auxquelles elles sont amenées maintenant à répondre. On pense ici à la lutte contre le chômage, à la gestion des services publics, etc. Elles développent également ce que l'on qualifie de paradiplomatie sur certains sujets de société, et particulièrement sur la question de la protection de l'environnement. Ce relais d'un État affaibli par les crises illustre une inversion de la structuration habituelle des relations entre le local et le central. On est même fondé à penser d'ailleurs qu'une évanescence de la centralité habituelle s'est amorcée au profit de ce que les géographes appellent des archipels de villes. C'est d'un ordre polycentré, une gouvernance en réseau qui se met en place. Et c'est ainsi que les métropoles, dont les relations internationales sont multiples, je l'ai dit, deviennent des têtes de pont de la construction économique et politique du futur. Elles constituent très certainement, conjointement avec l'irruption des hyper-multinationales que sont les GAFAM, Google, etc., les prémices de la société à venir. L'État traditionnel est ainsi pris en tenaille entre deux immenses réseaux internationaux. On peut déjà observer qu'insensiblement, par effet de capillarité, le développement des métropoles, source d'une organisation des territoires en réseaux, je l'ai dit, horizontaux, et du numérique, porteur d'une automatisation et d'une culture économique fondée sur les échanges, fourmillant d'internautes, particuliers, entreprises, irrigue peu à peu l'ensemble de la vie en société, du local à l'international. Il est vrai qu'il est encore difficile de percevoir nettement les conséquences de ces évolutions, qui se fondent imperceptiblement dans les méandres d'une intelligence artificielle dont les producteurs sont disséminés sur la planète. Et cette direction est amplifiée par un modèle économique qui se construit en dehors du champ politique traditionnel et qui est porteur d'une société avec un minimum d'État, et une société à la fois virtuelle mais aussi bien réelle, qui tranche avec la société traditionnelle. Elle lui est parallèle, tout en la pénétrant. Cette société se construit sur les fondements d'une déterritorialisation et d'une nomadisation des particuliers et des entreprises, qui remet fondamentalement en cause les cadres fiscaux, juridiques, administratifs et politiques habituels. Elle les menace directement. Elle en fait apparaître la faiblesse, la fragilité. Elle porte en germe le passage vers une civilisation dans laquelle l'État pourrait bien ne pas avoir sa place. Quoi qu'il en soit, c'est une grande affaire que celle-là. Et c'est certainement vers elle que devrait se diriger la réflexion politique, économique, sociale pour les prochaines années. Il y a urgence, car aujourd'hui, nul ne maîtrise, en idée comme en pratique, un monde qui se déconstruit et se reconstruit sous nos yeux de manière autonome, au travers d'une infinité de réseaux territoriaux, fonctionnels, où s'entremêlent le concret et aussi le virtuel. Chacun en a l'intuition. Il est urgent de se donner les moyens de piloter ce processus. Il y va de l'avenir de la démocratie et du bien-être des populations. Alors, à travers notre sujet, au-delà de ces aspects purement financiers, il s'agit de donner un sens à une réorganisation de la planète, notamment à travers celle de nos territoires, un sens qui se situe au-delà de la centralité traditionnelle. Dans ce contexte, ce n'est plus en effet l'opposition centrale, nationale qui est essentielle. Le véritable défi n'est plus non plus dans les seuls rapports entre les régions et les métropoles.
Il est dans ceux à instituer entre tous les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés. C'est un nouveau système qu'il convient de penser, d'identifier, de mettre en place. C'est un nouveau système territorial, fonctionnel, économique, politique, etc., qui est à bâtir. Alors, je crois que les interventions et les débats pluriels de cet après-midi nous permettront très certainement, compte tenu de la qualité des intervenants et du public qui est ici présent, d'y voir plus clair. Merci infiniment. Pardonnez-moi d'avoir été si long.